Our commemoration on January 25th, 2020 of the second Robert Faurisson International Prize Luncheon had been booked 1 year in advance, again at the Aletti Palace Hotel, to be held in its splendid conference hall. 2 days before the event, the Mayor of Vichy issued a banning order to the manager of the Aletti Palace. Not defeated, we overcame this obstacle to freedom of private assembly and located another venue. Mesdames et messieurs, Pas de capitulation. no surrender. No surrender. Mesdames et messieurs, Bienvenue à cela, la 10e édition de Prix International Robert Faurisson. Pouvez-vous lever pour porter un toast à notre cher professeur Robert Faurisson. Robert Faurisson. Présent. First in English, then in French. Last year's award went to Ursula Huckbeck. whom Robert described as the German great lady of revisionism. I bring you an update from her German lawyer, Wolfram Narat, who also sends his greetings, as does Ursula Haverbeck. And her crime? In a polite manner, she asked common sense questions. So if I may call upon Permettez-moi de vous présenter ma camarade japonaise, Grace Eke Oyama. Ursula's lawyer believes That the court's intention is to delay bringing forward the remaining open charges against her, the same as with Horst Mahler, with their intention, they hope, to save themselves the job of doing so, in the hopes that they will both die before. L'avocat Narat pense que l'intention de la Cour supérieure n'est pas continuer avec tous les des sentences pénales ou des investigations et des procès pour les deux personnes, Horst Mahler et Ursula Haverbeck, en espérant que, sans avoir fait les devoirs de la Cour supérieure, qu'ils mourira. May we rise again, Est-ce possible d'enlever une autre fois? to raise a toast to Alfred Schaefer, who is in prison for 3 years. Aussi pour les personnes comme Alfred Schaefer, qui est, il doit être pour 3 années en prison. Ursula Haverbeck will be for 3.5 years. 3 années et midi pour Ursula Haverbeck. For Horst Mahler, Et aussi pour Horst Mahler. well, I think for the remainder of his life. Probablement pour toute sa vie. And the attorney Sylvia Stoltz. Et pour l'avocate Sylvia Stoltz aussi. So may we please again Une autre fois, Raise a glass. si vous enlevez to these personnes de courage. to Ursula, to Horst, to Sylvia, to Alfred, and to this lady Mariana. Bravo to them. I'm coming from a wonderful and strange country, France. In France we have, as you know, liberté, égalité, fraternité. Except for the revisionists. A meeting like this would be totally impossible. Even a meeting in a private house is forbidden. Our wonderful Joe, who is the mobilizer of this magnificent annual award. We cannot really thank Joe enough for the satisfaction of Robert Faurisson to be in the minds of the world because of the mayor of Vichy. And the police have made sure that Robert Faurisson remains alive. Et vous présenter
Would you like to come next? Oui, je parle. You are ready? You would like? Très bien. Would you like this? Monsieur Bourbon. The man, the editor of the Mineral, well known to you. Monsieur Bourbon. Monsieur Bourbon. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une joie pour moi et je vous adresse toutes mes salutations et tous mes vœux, puisqu'on est encore en période de janvier, tous mes vœux au nom de l'équipe de Rivarol. Et donc je remercie les organisateurs d'avoir eu la gentillesse de me donner la parole quelques instants. D'abord pour vous dire que nous ne sommes pas étonnés de voir que plus on avance dans le temps, plus la répression s'accroît, puisque vous avez pu constater que cet événement, un déjeuner a priori privé, a fait l'objet d'une interdiction de la mairie de Vichy. Vichy a bien changé en 80 ans. C'est un peu la police de Vichy, la mairie de Vichy. Et vous avez vu les attendus qui sont donnés. Risque d'atteinte à l'ordre public, on voit tellement dans un restaurant, finalement, ce qui pourrait être fait, puisque finalement, ce qu'on ne donne pas aux juifs, on le donne à l'assiette, en quelque sorte, je veux dire, comme coup. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que ce qui est indiqué comme dans les explications qui sont données, c'est qu'il y a un risque d'atteinte à la dignité de la personne humaine. Il faut quand même le faire, quoi. Je crois que le seul cas qu'il y avait eu en jurisprudence, avant l'affaire Dieudonné, le mur, on avait déjà utilisé cet argument pour interdire un spectacle. Le Conseil d'État sous Valls, en janvier 2014. Le seul exemple antérieur qu'on avait depuis la guerre, c'était, je crois, pour un lancer de nains. Il y a un lancer de nains, et donc on avait dit c'est une atteinte à la dignité humaine de lancer des nains. Bon, heureusement, il n'y a pas de lancer d'obèses, sinon je n'ai pas le droit. Mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est qu'un lancer de nains, c'était quand même quelque chose, bon voilà, qui paraissait quand même une atteinte objective à la dignité humaine. Mais là, il n'y a vraiment rien de tel dans cette affaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est, en plus, vous avez vu, on est condamné à 1000 euros. En plus, non seulement le déjeuner est annulé, mais il faut payer en plus 1000 euros à la mairie de Vichy, c'est hallucinant de voir ça, mais je voudrais dire que ce n'est pas un hasard, puisqu'aujourd'hui il y a une forme d'hystérie, puisqu'on célèbre le 75e anniversaire de la libération par l'armée rouge du camp d'Auschwitz, et vous avez vu qu'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont allés à Yad Vashem se prosterner, rallumer la flamme, et puis faire des déclarations tout à fait judéo-serviles, y compris le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui est allé dire qu'on n'avait pas le droit de contester l'existence de l'État d'Israël. Donc on savait déjà qu'on n'avait pas le droit de contester l'existence des chambres à gaz, mais maintenant on ne peut plus contester l'existence de l'État d'Israël, et on voit très bien que c'est un moyen évidemment pour le lobby communautaire, en quelque sorte, de nous imposer des restrictions de liberté chaque jour plus grandes, puisqu'on sait comment le dogme holocaustique est utilisé pour détruire notre nation, détruire nos frontières, et même détruire notre âme, puisque finalement toutes les lois antimorales et antifamiliales, elles sont quand même portées en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, par le lobby juif. Il suffit d'aller sur la LICRA, qui sont à fond contre les délits d'homophobie, et vous avez vu qu'il y a la loi Avia qui va être votée, hélas, dans les semaines qui viennent, qui doit régir ce qu'ils appellent les contenus haineux sur Internet. Qu'est-ce qu'on appelle les contenus haineux? C'est tout ce qui ne plaît pas au lobby juif, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui ne plaît pas à la LICRA, au CRIF, donc tout ce qui concerne donc la critique de l'entité sioniste, tout ce qui concerne la critique de l'immigration, la défense des bonnes mœurs, de la famille et de la morale traditionnelle, c'est-à-dire tout finalement, c'est-à-dire l'essentiel. Et on constate que finalement, comme l'avait très bien démontré Maurice Bardèche dans son monumental Nuremberg ou la Terre promise en 1948, on voit très bien que la jurisprudence de Nuremberg est un moyen de détruire nos défenses immunitaires, puisque, comme j'ai souvent dit, je serai très bref, on nous dit, vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'immigration, inverser le courant de l'immigration, faire en sorte que les immigrés trop nombreux en France retournent dans leur pays, parce que ça c'est ce qu'on faisait aux Juifs, et c'est la déportation, c'est un crime contre l'humanité, donc on ne peut rien faire, sinon se laisser envahir et remplacer. On ne peut pas s'opposer au mariage homosexuel, à la théorie du genre, parce qu'on nous dit ça, défendre les familles traditionnelles, c'est pétainiste, et on sait que Pétain a été complice d'un génocide, et tout est à l'avenant, en quelque sorte. On ne peut pas non plus condamner la politique de l'État d'Israël, tant vis-à-vis des Palestiniens qui sont chez eux, dont on brûle les maisons, dont on détruit les maisons, dont on détruit les cadastres, qu'on traite de manière inhumaine, ou même les guerres qui sont faites aux États voisins, puisque c'est l'antisioniste qui ne supporte pas qu'il y ait des États voisins modernes, ayant une économie, une armée, une politique indépendante, et c'est la raison pour laquelle ils en sont pris systématiquement
systématiquement à tous les États voisins, à l'Irak, aujourd'hui à l'Iran, la guerre au Liban, à l'Égypte, etc. C'est systématique chez eux. Hein, voilà. Ce sont eux les bouts de feu. La Syrie, évidemment. Ce sont eux les bouts de feu, les fauteurs de guerre. Donc on voit très bien que la question du révisionnisme, elle n'est pas une question simplement technique. Elle n'est pas d'abord, elle n'est pas seulement, elle n'est pas surtout une question technique. Elle est une question politique. Je dirais même qu'elle est une question religieuse aussi, au sens où on nous impose une contre-morale et une contre-religion. Donc j'ai pu dire souvent que, et pour moi seulement d'ailleurs, qu'elle avait ses saints, ses martyrs, son enfer, etc. Je ne développe pas tout ça, je vais souvent développer dans une autre de Rivarol. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est une façon aussi pour les chrétiens d'être apostasiés, puisque pour un chrétien, l'élément le plus terrible de l'histoire, c'est d'avoir commis un déicide, c'est-à-dire la passion et la mort du Christ sur la croix, et maintenant on nous dit non, l'événement le plus important de l'histoire, c'est la mort de ces millions de juifs dans les chambres à gaz. Donc il y a une théologie de la substitution, en quelque sorte, dans le sens où maintenant ce sont les juifs qui sont une sorte de messie collectif et qui ressuscitent politiquement en Israël. Donc il faut bien comprendre que les soubassements et les conséquences du révisionnisme historique sont incommensurables, et c'est la raison pour laquelle la répression à laquelle nous nous heurtons est considérable, et elle est mondiale, puisque vous avez pu voir qu'il y avait Trump, il y avait Poutine, il y avait Hachem, il y avait tout le monde, c'est-à-dire les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient une fois de plus réunis. Et donc il est clair que le système auquel nous faisons face est évidemment extrêmement puissant, et il réagit avec tous les moyens dont il dispose, les moyens de la justice, de la police, de l'administration, pour évidemment nous faire taire. Et c'est la raison pour laquelle il est heureux de rendre hommage à ce héros des temps modernes, qui a été le professeur Forisson, dont, si je devais définir en quelques mots ce qu'il a été, je dirais qu'il a été un homme droit et debout. Un homme droit et debout toute sa vie et jusqu'au bout. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde de ténèbres et de ruines, où tout est tordu, tout est inversé, il faut plus que jamais faire preuve de droiture, d'amour de la vérité, d'amour de la justice, car c'est, je crois, ce qui peut peut-être nous permettre de sauver encore ce qui peut l'être, et surtout de sauver notre âme et de sauver notre honneur. Oui. Bravo. Ça suffit. Putain, ils écoutent. On est mort. Mon camarade anglais, Richard Edmonds. Oh là Voilà. Mesdames et messieurs, j'apprécie cette opportunité de présenter mes hommages au feu professeur Robert Forisson. Je m'appelle Richard Edmonds, je suis britannique. Pour beaucoup de décennies, le professeur Forisson était le numéro 1 dans le champ du révisionnisme historique. Avec permission, je vais me concentrer sur un événement clé dans la vie de ce héros de notre mouvement. Je parle du procès qui avait lieu au Canada dans l'année 1985. Le procès d'un Allemand, Ernst Zundel, que je connaissais personnellement. Zundel qui vivait à cette époque au Canada et qui était accusé de nier l'allégation que les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient assassiné millions de Juifs dans des chambres à gaz homicides. C'est-à-dire que Zundel ait nié l'allégation du soi-disant Holocauste. Le professeur Forisson, dans sa capacité d'érudit numéro 1 du révisionnisme historique, était le conseiller bienveillant de l'accusé Zundel. Le point culminant du procès était la présence comme témoin à charge de l'homme reconnu comme l'expert numéro 1 du monde du thème de l'Holocauste, le professeur Roel Hilberg de l'Université de Vermont aux États-Unis.
en réponse aux questions posées par Robert Faurisson, Hilberg, situé dans le banc comme témoin, a répondu qu'il ne possède pas de preuves, que Hilberg ne possède pas de preuves médico-légaux, scientifiques, objectives de l'existence de chambres à gaz homicide n'importe où dans la totalité de l'Europe occupée à cette époque par les Allemands. La Cour a donc demandé à Hilberg de produire une autopsie de la mort d'un individu assassiné par les Allemands dans une chambre à gaz homicide. Le professeur Hilberg a répondu que ce n'est pas possible. Je ne peux produire une telle autopsie, a-t-il dit. A Hilberg dit, je ne peux produire une telle autopsie. Personnellement, moi, Edmond, britannique, je peux dire ici que les révélations de ce procès à Toronto, Canada, dans l'année 1985 m'a changé pour vie, m'a changé à moi, Edmond, pour vie. Maintenant, je sais la vérité sur le soi-disant Holocauste. Et je dois mon éducation de cette vérité au professeur Faurisson et aux ses collègues à ce procès historique à Toronto, Canada. L'accusé, l'Allemand Ernst Zundel, et son avocat canadien à décharge, le très brave avocat Doug Christie. Le professeur Faurisson a toujours dit que le faux Holocauste pouvait être la cause d'un Holocauste bien réel et terrible au Proche-Orient, ou même être la cause d'une troisième guerre mondiale. Robert Faurisson a dit que la seule méthode de prévenir cette menace de guerre épouvantable, c'est d'exposer et de dévoiler la vérité du faux Holocauste. En l'année 2006, le professeur Faurisson a pris part avec des collègues, y compris Lady Michelle Renouf, au congrès organisé par le président d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Un congrès ouvert à tout le monde et qui avait l'objectif d'établir la vérité sur l'Holocauste. En cette même année, l'hebdomadaire libéral allemand et voix de l'établissement de la République fédérale d'Allemagne, Der Spiegel, c'est hebdomadaire libéral, très libéral allemand. Der Spiegel a consacré une interview au président d'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dans laquelle le président a exposé très clair son scepticisme au thème de l'Holocauste. Merci beaucoup. Now may I present my second colleague from London. Monsieur et Madame, it was a great and historic privilege to host the final meeting addressed by Professor Robert Faurisson in his birthplace of Shepperton in 2018.
En 2018, était un grand honneur pour moi personnellement que j'ai eu la possibilité de faire cette conférence au Shepperton, Angleterre, où le professeur Forresson était né. We know that our esteemed professor was known officially to the French state, was labelled officially by the French state as a fausseur, as a falsifier. J'ai connu maintenant que le professeur Forresson était connu officiellement pour l'État de France comme une personne fausseur qui fait la falsification. But of course, given what we know of that French state, it is itself a great honour to be libelled by such a state, to have such an enemy. Comme nous savons tous, qu'est-ce que c'est l'État de France vraiment? C'est-à-dire que c'est un honneur d'être nominé comme fausseur pour l'État qui est cette misérable condition. And who, after all, were the fausseurs? Who in reality were the fausseurs? En réalité, où sont les fausseurs? I shall give today one small example from my direct personal knowledge. Okay, je voudrais aujourd'hui donner un exemple très petit, mais je peux parler de mon expérience et de mon recherche personnelle. In the National Archives of the United Kingdom, En l'Archive national d'Angleterre, there are proofs beyond doubt il y a des preuves sans doute of falsifications, for example, from the year 1941. Okay, on peut commencer en 1941. Il y avait des documents de falsification dans cet archive. For example, created by one man who was part of the lie machine of the British Empire. En ces cas, je voudrais parler d'une personne seule qui était part d'une organisation, on peut dire, plus grande de l'État d'Angleterre britannique. A man by the name of Eric Maschwitz. Il s'appelle Eric Maschwitz. An Englishman of sorts. On peut dire qu'il était un Anglais, mais who was well known as a songwriter. Il était aussi connu comme chansonnier, non? Qui est la personne qui fait la musique et les paroles pour les chansons. Very famous at that time. Ah, avec une femme, très connue. But who was employed to create a forgery factory. Ok, mais en même temps, il était employé pour faire des falsifications officielles pour l'État. In Canada and in the United States. Aussi au Canada et aux États-Unis. Where documents, not only documents, including maps, Documents, mais aussi le plan géographique. But also weapons, uniforms, mais aussi uniform, all of the apparatus of forgery. Toutes les choses qu'on peut utiliser pour être fort. To create photographs. Pour créer les photos falsifiées. Purporting to be of atrocities on the Eastern Front. German atrocities on the Eastern Front. Par exemple, comme l'exemple des atrocités de la frontière de l'Est pour les Allemands, évidemment. This forgery factory and the documents relating to this will soon be translated en français. Ok, cette usine pour fabriquant de la documentation fausse pour la guerre, avec temps bientôt sera en la langue traduit dans la langue française. Until that moment then, until these documents are translated into French, I can only say this.
jusqu'au moment que l'exemple serait rentré en français, je peux dire seulement c'est. À bas les monteurs. À bas les montages. À bas les monteurs. Et le maître. Et le maître. The masters. Maestros, non? Maître, yeah. À bas les lois anti-historiques. Oh, la balai du roi. Vive la vérité. Vive Renoir. Vive Faurisson. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il parle? Moi qui ai un mot à dire, hein, moi qui ai connu le professeur depuis très longtemps, n'est-ce pas? Pendant très longtemps, j'étais son assistant. Tout le monde sait qu'il était apolitique, n'est-ce pas? Je ne connais jamais de position politique. Il s'est décrit toujours comme athée et apolitique. Mais c'était son cas à lui. Sa politique était pour... S'il avait une politique, ce n'était pas la politique comme on entend généralement. Et sa politique était pour la liberté de la recherche. Pas tout à fait pour l'expression, parce que liberté de l'expression serait vraiment laisser parler n'importe qui sur n'importe quoi. Non. Ceux qui ont fait des recherches, qui ont vérifié ce qui est vérifiable, pour lui, cela devait avoir le droit de s'exprimer. Hein. C'est assez simplement. Mais si nous avons une politique à nous, c'est celle de cultiver, de maintenir et de protéger la mémoire de notre cher aimé, le professeur Faurisson. C'est notre politique à nous. Nous n'avons pas, entre nous n'avons pas d'obligation de prendre un engagement politique quelconque. N'est-ce pas? Parmi nous, il peut y avoir des gens de gauche même. Hein? Ça existait pas mal dans le révisionnisme, surtout en France. Mais si nous avons une politique, une politique faurissonienne, c'est celle de protéger, défendre, maintenir, cultiver la mémoire de Robert Faurisson et de son grand œuvre. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Notre politique From Italy, who would like to say some words, and our wonderful Joe. My friend name is Nicola Mastrandea. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere fra di voi per ricordare la grandissima figura del professor Robert Faurisson. Bonjour à tous, je suis très honoré d'être avec vous pour la mémoire du professeur Robert Faurisson. Un uomo tra i più coraggiosi e battaglieri forse di questa epoca, un grandissimo francese, un grandissimo europeo. Un homme peut-être l'un des plus combattants de cette époque, un grand français, un grand européen. E sono sicuro che guardando la fede, perché così si può chiamare soltanto, che serpeggia in noi, il suo seme non sarà sparso inutilmente. Il suo seme ha lasciato la traccia e noi, recuperandolo, non renderemo vano la sua battaglia e il suo sacrificio. Je suis sûr que même en voyant cette rencontre, ce qu'il a semé n'a été pas vain et poursuivra dans le temps. Ringrazio il mio amico Pio De Martin che è arrivato qui in Francia dall'Italia con me ieri per partecipare a questa giornata importantissima. Lo ringrazio vivamente perché lo conosco da 17 anni e mi ha introdotto al mondo revisionista. Je remercie mon ami De Martin. Grandissimo collaboratore di illustri revisionisti. Qui m'a introduit dans le monde du révisionnisme. Infaticabile ricercatore. Infatigable chercheur. Ami de plusieurs chercheurs italiens comme votre cher ami Valli. Je suis ami à lui depuis 17 années. Avevo già le idee chiare prima di incontrare lui, ma lui me le ha rese ancora più chiare con la ricerca assoluta della verità e dell'esattezza. J'avais déjà les idées claires
avant de le rencontrer, mais avec cette rencontre, mes idées sont devenues lumineuses dans cette recherche de la vérité e della exactitudine. Il professor Robert Faurisson è morto nel 2018, pochi giorni dopo la mia incantevole e amica cara Lucia. Robert Faurisson est mort juste peu après, 20 giorni dopo. 20 jours après la mort d'une amie de mon cœur, Della mia donna del cuore. oui, de ma femme. Dopo 21 anni insieme, per me è calato il buio nel cuore. Après 20 ans ensemble, c'est les ténèbres qui sont plongées dans mon cœur. Come sono le tenebre di oggi che attanagliano i popoli. Comme les ténèbres qui aujourd'hui sont sous tout le peuple. Ma riprendendo le parole del grandissimo amico Giuseppe Fallisi, quando abbiamo ricordato dove riposa il professor Faurisson, lui ha combattuto contro le forze del nero, delle forze oscure, e così ho deciso di fare io, di ricominciare a fare dopo questo buio. Comme a fait Faurisson, qui a combattu les forces sombres, les forces du mal, moi aussi, sur son exemple, j'ai décidé de m'élever et de continuer cette lutte. Anch'io mi sento un revisionista perché divulgo le opere revisioniste con la carta, con la voce, con la rete. Je me sens révisionniste. Je cherche de faire la diffusion en Italie des thèses révisionnistes, des livres révisionnistes. E parlo delle loro persecuzioni. Et je parle de leur persécution. Per questo sono davvero onorato di essere parte di una compagnia di illustri studiosi e coraggiosi revisionisti. Per questo sono onorato. C'est pourquoi je me sens honoré d'être ici, entre chercheurs et révisionnistes. E voglio chiudere le mie parole, voglio chiudere il mio breve saluto con le parole di Franco Colombo, comandante della Legione Muti nella Repubblica Sociale Italiana. Et je vais terminer mon discours en reprenant les mots de Franco Colombo, qui était commandant de la Légion Muti dans la République sociale italienne, unique république italienne. Queste parole sono entrate nel mio cuore da moltissimi anni e sono rimaste scolpite a vita. Ces mots sont entrés dans mon cœur et ils sont restés pour toute ma vie. Sono il testamento spirituale di questo uomo che diede la vita per la causa. C'est ce qu'il a laissé comme exemple de ce qu'il pensait de sa vie. E bene si adattano queste parole a tutto l'esempio che ha dato il professor Faurisson e a tutti coloro che lo hanno preceduto e che ancora stanno lottando per la verità. Et selon moi, elle s'adapte parfaitement à l'expérience même du professeur Faurisson. Lunga e difficile è ancora la strada. Longa e difficile ancora la rue che dobbiamo percorrere. que nous devons parcourir. Ci preoccupa soltanto il pensiero L'unique chose qui nous préoccupe est la pensée. E ci sospinge l'ansia di mantenerci e possibilmente superarci nel futuro. Et nous pousse en avant le désir de maintenir notre route et même d'aller au-delà dans le futur. Non per l'ambizione di una nuova ricompensa, Non pour l'ambition d'une nouvelle récompense, ma per l'unico fine mais l'unique but di rendere vivo ed eterno de rendre vive et éternel il sacrificio dei nostri morti. le sacrifice de nos morts. Onore a Robert Faurisson. En place de Michel, Michel dit que nous nous rencontrons ici à Vichy pour nous rappeler notre bon ami et mentor, le feu professeur Dr Robert Faurisson. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire que nous sommes ici pour obtenir l'inspiration
des sources du révisionnisme historique, sources qui remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Ici, nous parlons des révélations faites par des chercheurs honnêtes et braves, des révélations de la vérité sur la propagande de guerre des Alliés, la propagande d'atrocités commises prétendues par les Allemands, la propagande promue en masse par les Alliés victorieux. Le Français Maurice Bardèche était un des premiers d'exposer la justice frauduleuse commise par les Alliés dans le procès que les Alliés ont organisé en 1945 à Nuremberg contre les chefs allemands défaits. Le livre de Bardèche s'appelle Nuremberg et la terre promise. Le procès des Alliés à Nuremberg était publiquement condamné à l'époque par des personnalités américaines de première importance. Par exemple, le juge numéro 1 aux États-Unis, Harlan F. Stone, le juge en première place sur la Cour suprême des États-Unis. Le juge Stone dit que le procès des Alliés à Nuremberg soit un lynching. Ah oui. Lynchage. Okay. Verstanden. Paniatna, verstanden. Compris. Le sénateur américain Robert Taft a condamné le procès des Alliés à Nuremberg comme une perversion de justice. Dans la séquence du révisionnisme historique, le prochain chercheur proéminent était le socialiste qui a fait une campagne non violente contre l'occupation allemande, le français Paul Racinier. Pendant la guerre, Racinier avait été incarcéré par les Allemands dans le camp de concentration de Buchenwald. Après la guerre, Paul Racinier a publié le compte-rendu de ses expériences, entre autres, dans le livre « Les vainqueurs incorrigibles ». Dans les années 50 et 60, plusieurs érudits américains ont fait des critiques sévères en ce qui était le procès des Alliés de Nuremberg. Et en même temps, ils ont exposé la propagande anti-allemande des Alliés comme mensonge inventé cyniquement par les Alliés avec l'objectif de cacher les crimes de guerre commis par les Alliés eux-mêmes. On parle ici des érudits américains comme par exemple Harry Elmer Barnes, Charles Tansill, David Hogan, The Forced War, la guerre imposée. La grande percée pour le révisionnisme historique est venue dans l'année 1976. Dans cette une année, il y a 3 publications simultanées de 3 chercheurs travaillant indépendamment les uns les autres. L'Américain, le professeur Arthur Butts, l'auteur du livre The Hoax of the 20th Century, Richard Howard, britannique, l'auteur de la brochure 106 millions vraiment morts, question, et le français François Duprat.
Après la publication de son livre, est Duprat bientôt assassiné. Personne n'est pas inculpé du crime commis contre le révisionniste historique François Duprat. Le travail de tous ces hommes a rempli la fonction d'inspirer le professeur Forison, qui a donc continué le travail en avant. Ici, il y a un individu qui devrait être mentionné, l'expert allemand de la propagande d'atrocité, le professeur Dr. Frederick Grimm, qui a visité la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Frederick Grimm. Pendant la Première Guerre mondiale, Grimm a fait une étude minutieuse de la propagande des Alliés propagande émise par les Britanniques et par les Français. Les histoires haïssables des enfants en Belgique et aux Flandres, qui les Allemands coupaient les mains. Grimm a fait campagne pendant la Première Guerre mondiale pour exposer ces contes macabres comme mensonges vicieux. Finalement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Frederick Grimm, prisonnier des Britanniques, Frederick Grimm a eu une interview avec le Britannique Sefton Delmer. Au temps de la guerre, Delmer avait été membre de la section de la guerre psychologique du gouvernement de Churchill. Cette section secrète avait tâche de produire la propagande anti-allemande demandée à l'époque par le gouvernement britannique. Delmer s'est vanté. Maintenant, dit Delmer, maintenant que la guerre soit finie, nous, les Britanniques vont faire multiplier la propagande anti-allemande. Tout le monde va haïr les Allemands, dit Sefton Delmer. Grimm a répondu à Delmer: de cette manière, Delmer, vous, les Britanniques, assumez une grande responsabilité. Plus tard, Grimm a fait un reportage de cette interview. Merci beaucoup pour votre attention. For now we have the long-awaited prize announcement by our hero of today, the award's founder, Giuseppe Falici. Maintenant, avant de présenter le primé de la deuxième édition du prix international Robert Faurisson, je me rattache un peu à ce qu'a dit mon ami Guillaume. Il y a un épisode de l'adolescence de Robert Faurisson qui m'a toujours très touché. On peut le retrouver dans ses écrits ainsi que dans plusieurs interviews vidéo qui sont disponibles sur Internet. C'est quand il, en se souvenant de son adolescence, révélait cet épisode. Il avait été pendant la guerre, tout jeune, contre les Allemands. Et quand est arrivé le jour de la fin de la guerre, c'est-à-dire de la destruction totale de l'Allemagne et de l'Europe, son père, comme il connaissait cet ardent anti-nazi qui était son fils, est allé le voir et lui a communiqué: Robert, finalement, tout est fini. Nous avons gagné. L'Allemagne est détruite. Comment te sens-tu? Et il disait, Faurisson, qu'en mentant à son père, il avait dit: bien,
Mais dans toute la journée, et qui sait combien de jours encore après, il était très triste. Alors, vous voyez, il y a une chose aussi qui m'a toujours touché en lisant Céline, le maudit Céline, c'est sa pitié universelle. La grande dame qui l'a montré en voyant tous les défauts et les misères de l'âme humaine. Et là aussi, ce que j'admirais beaucoup dans Robert Faurisson, c'est sa pitié sincère. Parce qu'il a pensé, tandis que tous les gens fêtaient tout ça, il a pensé ce qui était arrivé à ce pauvre peuple allemand et à toutes ses souffrances. Et je dis ça parce que, selon moi, cet épisode est le début même de son parcours. C'est-à-dire, Faurisson, sincèrement, et toujours plus courageusement, s'est demandé, mais vraiment, ces vaincus méritaient cette peine horrible, ces massacres, ces tortures interminables, même dans les 5 années après la fin de la guerre. Et surtout les Allemands, le centre de l'Europe, le centre de la civilisation aussi. Il a commencé à rechercher. Donc je pense de pouvoir dire que même si c'est absolument vrai que l'attitude de Faurisson était avant tout scientifique, il disait toujours qu'il voulait arriver à l'exactitude de la vision d'un problème, et donc pas politique. Je pense toutefois de pouvoir dire que pendant les années, ces anciennes convictions démocratiques et prosaliées sont complètement changées. Sûrement, il a compris que c'est justement en conséquence des progrès réels, énormes, qu'avait fait dans ces années, 12 années, le centre de l'Europe, le centre vivant de notre race. C'est pour ça que l'ennemi, avec la E majuscule, de l'humanité, de la nature, de la beauté, a voulu, en utilisant, j'emploie l'anglo-judaamérique, avec Judas au centre, en utilisant les Anglais et les Américains, et même les Français, a voulu détruire cette expérience. Donc, je ne peux pas dire qu'à la fin de la vie, il est devenu national-socialiste, mais sûrement, le professeur a compris, même en positif, beaucoup de raisons pour lesquelles on a infligé cette chose monstrueuse qui a été faite contre l'Allemagne et contre toute l'Europe. Alors, le premier de cette deuxième édition du prix international Robert Faurisson, qui continuera pendant les années, et les ennemis de la liberté pensaient de nous avoir empêché, impossible, mes chers. Nous irons avant, et après nous viendront des autres qui continueront notre travail. Robert Faurisson est entré dans l'éternité, ainsi sa mémoire. Le monsieur qui recevra dans quelques jours, dans semaine, ce prix, a eu un parcours différent. Son parcours est commencé comme sincère national-socialiste. Et c'est justement parce qu'il savait bien la véritable histoire de l'Europe. Il ne pouvait pas supporter tous les mensonges qui étaient mis sur le dos de ce pauvre peuple si noble. Et donc, il a commencé, lui aussi, à faire ses recherches. Et pour lui, était un point de repère formidable, le professeur Faurisson. Pour l'essentiel, ils étaient dans la même route de recherche de la vérité. Il a fait un travail énorme et a dû s'en aller en Angleterre. Cet homme que j'estime beaucoup, ce grand combattant pour la justice et la vérité, est M. Vincent Renoir. Et j'ai pris l'ami Richard, qui est anglais et qui habite à Londres, de porter à Vincent Renoir ce prix de notre part, avec tous nos voeux, parce que vous savez bien sûr que l'ennemi voudrait que M. Vincent Renoir, ce courageux homme
rentre dans quelques prisons de la démocratique, judaïque, maçonnique France. En tout cas, il est là-bas et nous lui souhaitons tout le bien possible. Tout d'abord, je remercie Lady Renouf, Joe Falizi et Guillaume Nichols qui m'ont décerné ce prix. Certes, je ne suis pas entré dans la voie du révisionnisme pour obtenir une quelconque reconnaissance sociale. C'eût été naïf. Le professeur Forisson m'avait prévenu. Il n'y aurait que des coups à prendre. Ma vie a prouvé que, là aussi, il disait vrai. Quoi qu'il en soit, ce prix, c'est un grand honneur qui me touche. C'est le meilleur moyen d'honorer le prix que vous m'avez décerné. Bonsoir à toutes et à tous, et merci.